Bonjour à tous et bienvenue sur i24 News. C'est votre émission magazine spéciale week-end. Aujourd'hui, nous parlerons du fair play financier de la FIFA, au programme également du basket. Cette semaine, c'était les championnats du monde de basket en Espagne. Avec moi sur ce plateau, Lise Barenbaum et vous, Sarah Koskiewicz. Bonjour, merci d'être avec moi, mesdames. Une émission chargée. Allez, on est parti. Le mercato de football s'est fini et pourtant les polémiques continuent. Depuis 3 ans, l'UEFA tente de réguler les échanges d'argent entre les clubs, agents et joueurs. Michel Platini a fait du fair play financier son cheval de bataille. Un principe qui force les grosses écuries à équilibrer leurs comptes pour éviter la flambée financière qui agite déjà le monde du ballon rond. Mais les présidents de clubs rechignent à appliquer ces nouvelles normes. Le bras de fer est donc engagé pour le bien du football ou pas. L'avenir nous le dira. Le point tout de suite avec Lise Barenbaum. La nouvelle en a surpris plus d'un dans le monde du football. L'attaquant vedette de l'AS Monaco, Radamel Falcao, a été prêté à Manchester United. Le Colombien, recruté à prix d'or il y a à peine 1 an par le club du Rocher, rejoint les Red Devils pour 12 millions d'euros avec option d'achat à la fin de la saison. Un prêt de luxe alors qu'habituellement les clubs prestigieux préfèrent acheter leurs stars plutôt que profiter d'un prêt éphémère. Outre Manchester United, le Real Madrid ou le Milan AC se sont tous fait prêter des joueurs prestigieux cette année. Une technique qui permet de contourner les règles du fair play financier. Depuis 2011, l'UEFA, organisme qui pilote le foot européen, a décidé de forcer les clubs dépensiers et surendettés à assainir leurs finances. Les équipes dont les dépenses excèdent les recettes risquent des condamnations graves. Le PSG a par exemple écopé en mai d'une amende de 60 millions d'euros. Plus grave, le club parisien ne peut inscrire que 21 joueurs en Ligue des Champions, contre 25 pour ses concurrents. Pour le président du PSG, cette politique est injuste et n'équilibre pas les différences entre grands clubs et petites équipes. Pour moi, le fair play financier, la vérité, c'est pas juste. Parce que les bloquer le nouveau investisseur vient de la foot, aussi les protéger les grands clubs pour rester grands clubs, garder aussi les petits clubs. La plupart des managers de grandes équipes en Europe sont d'accord avec Nasser Al-Khelaifi. L'entraîneur de Chelsea, José Mourinho, a lui aussi dénoncé l'injustice du fair play financier dans la presse. Mais cette année, c'est bel et bien Manchester United qui pourrait être rattrapé par sa frénésie acheteuse et sa masse salariale démesurée. Avec 185 millions d'euros injectés sur le marché des transferts, le club anglais est dans la ligne de mire de l'UEFA. Le prêt de Falcao est un bon compromis. Sans débourser trop d'argent, Manchester a 1 an pour tester son poulain. Pour le président du PSG, l'objectif de l'UEFA ne va pas dans l'intérêt du sport. Pour lui, investir sur les joueurs n'est pas une façon de faire du business, mais simplement de solidifier son équipe. Pour nous, pour moi, on ne fait pas business ici avec Paris Saint-Germain. Vraiment, quand on achète les joueurs, on doit acheter les joueurs pour vraiment croire de les joueurs, de la qualité de les joueurs. Le fair play financier n'est donc pas encore accepté par les grandes écuries du ballon rond qui tentent tout pour contourner les règles. Et malgré tout, les dirigeants du football militent pour un changement de politique pour 2014-2015. J'espère l'année prochaine l'UEFA changer le règlement parce que beaucoup de clubs les plantent de cet règlement. J'espère qu'on va trouver une solution pour l'année prochaine. À une époque où les achats de joueurs se chiffrent en dizaines de millions d'euros, l'UEFA et son président Michel Platini tentent un bras de fer face aux clubs multimillionnaires et vont devoir durcir leurs sanctions pour faire respecter leurs lois. Alors, pour en parler, nous sommes en ligne avec Bruno Belgodère, le directeur financier de l'UCPF. C'est le syndicat des présidents de clubs. Bruno Belgodère, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors, l'Union européenne de football, l'UEFA, a adopté le principe du fair play financier. On vient de le voir dans le reportage. Cette mesure a pour but d'assainir et d'équilibrer les finances des clubs professionnels. Elle vient répondre à une situation d'endettement des clubs comme le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore Manchester United, pour ne citer que. Pensez-vous que l'application de cette mesure est possible ? Alors, l'application de cette mesure est intéressante parce que finalement, à la base, c'est assainir les finances du football français. Après, c'est les 2 premières années et on se rend compte, et l'UEFA se rend compte aussi, qu'il faut ajuster ce règlement en apportant sûrement des variations dans le règlement parce qu'en fait, on se rend compte que ça a pour effet de maintenir des positions très importantes des très gros clubs et d'empêcher des nouveaux entrants. Le meilleur exemple, c'est le PSG, qui est un actionnaire très fort et qui n'a pas la
possibilité de continuer à croître et d'investir sur des joueurs pour avoir des recettes supplémentaires et qui se retrouvent bloqués, alors même que des clubs qui sont là depuis très très longtemps, on pense aux grands clubs espagnols, aux grands clubs anglais, qui ont fait preuve d'une très grande dérégulation pendant des années, eux sont très installés et ont la possibilité d'attirer les meilleurs joueurs. Donc le principe est très intéressant, mais il faut vraiment l'ajuster. Alors justement, on l'a vu dans le reportage de Lise Barimbaud, mais il y a des moyens comme le prêt des joueurs pour contourner finalement ce fair play financier. Alors effectivement, ils utilisent les prêts des joueurs pour acquérir les joueurs sur des exercices différents. Je pense que Falcao, je connais pas très bien le dossier, mais il semblerait qu'il a une option d'achat pour l'an prochain. Donc ça permet à Manchester de reporter sur un an après en fait l'achat du joueur. Alors on dit que les clubs de foot sont en mauvaise santé financière. Pourtant les recettes ont augmenté avec les droits télé notamment, mais les dépenses ont aussi explosé. La cause prioritaire de ce déséquilibre, ce sont les salaires. Ils sont beaucoup trop hauts, ils ont beaucoup augmenté ces 15 dernières années et ils occupent un poids de plus en plus lourd dans les comptes des clubs. En Ligue 1, par exemple, 74% du chiffre d'affaires des clubs en 2010 contre 61% en 2006. Pensez-vous qu'une marche arrière soit possible, Bruno Belgodère ? Alors, on se rend compte finalement en étudiant que certes les salaires ont augmenté, mais c'est surtout les salaires des superstars, c'est des talents internationaux. On pense à Zlatan, à des joueurs comme ça qui sont vraiment des joueurs phares. Donc finalement, ils ont le salaire de leur talent. Après, si on regarde de façon plus précise, le salaire des joueurs moins talentueux, moins connus et des salaires des joueurs moyens a tendance en fait à diminuer. Donc on a un transfert très important sur les superstars et sur les joueurs un peu moins importants, des salaires qui baissent ou beaucoup de variations dans les salaires qui dépendent des résultats sportifs. Donc certes, au global, la masse augmente, mais il y a une grande différence entre les superstars internationales et les autres. Alors l'UEFA qui a annoncé des sanctions en cas de non-respect du fair play financier comme l'interdiction de recruter ou même l'exclusion des compétitions européennes, l'UEFA a précisé que ce règlement sera appliqué de la même façon pour tous les clubs, y compris les plus grands. Comment réagissent les présidents de clubs ? On peut s'interroger quand même sur l'application pour tous les clubs, parce qu'il y a 237 clubs qui ont été contrôlés, et à la fin, il y en a 9 qui sont sanctionnés. Voilà, dont Paris. Et c'est vrai que en France, on s'interroge notamment sur le niveau d'endettement très important de certains clubs. En Espagne, l'endettement n'est pas pris en compte dans le fair play financier. En France, on s'interroge aussi sur les problèmes de fiscalité, puisqu'on a une fiscalité des charges sociales beaucoup plus importantes que dans les autres pays européens. Et cet aspect-là n'est pas pris en compte dans le fair play. Donc nous, les présidents de clubs sont très intéressés par fair play et pensent que c'est très bien, mais on voudrait avoir des possibilités d'ajustement et l'UEFA de toute façon va étudier à terme de divers ajustements. Une réunion est prévue prochainement pour débattre de ces différents points. Merci beaucoup Bruno Belgodère d'avoir répondu aux questions d'i24 News. Les médias raffolent de lui. Sepp Blatter, le président de la FIFA depuis 16 ans, fait toujours parler de lui à presque 80 ans. Il vient d'annoncer qu'il brique un 5e mandat à la tête de la puissante institution. Ce véritable souverain du football a souvent été au cœur de scandales retentissants, mais il tient bon et n'est pas prêt de prendre sa retraite. Retour sur la carrière de ce pape du ballon rond. Avec vous, Lise Barimbaud, on en parle tout de suite après. À 78 ans, Sepp Blatter est toujours sur le devant de la scène du football international. Le Suisse le plus puissant du monde est officiellement candidat à sa propre succession à la tête de la FIFA. Il brigue un 5e mandat. Une évidence pour un homme dont le football est le sacerdoce. Une mission n'est jamais finie, et la mienne ne l'est pas encore. Mais derrière l'image du bienveillant ordonnateur du football mondial, Sepp Blatter est connu pour ses qualités de stratège et de manipulateur. Un homme sûr de ses appuis au sein des institutions du football. Lors du dernier congrès à Sao Paulo, je n'ai pas eu simplement l'impression d'un soutien, mais le soutien effectif de l'immense majorité des fédérations nationales. Fils de mécanicien, ancien commandant de régiment, il connaît une carrière banale jusqu'à ses 40 ans. Il est ensuite repéré par Horst Dassler, héritier de la marque allemande Adidas. L'équipementier le fait entrer à la FIFA, où il apprend tous les rouages des coulisses du football. Blatter règne sans partage sur l'univers du ballon rond depuis 1998. Un règne jalonné de scandales de corruption qui valent à Blatter une image sulfureuse.
Le trafic de billets lors de la Coupe du Monde au Brésil et l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar en 2022 ont récemment défrayé la chronique. Les conditions de travail dramatiques des ouvriers sur les chantiers du mondial au Qatar ont provoqué un tollé général. En mai dernier, il a reconnu avoir commis une erreur en confiant la Coupe du Monde en 2022 au Qatar, mais il assume son choix. Nous avons une part de responsabilité. Mais nous ne pouvons pas interférer dans les questions relatives aux syndicats ou aux droits des travailleurs. Malgré sa réputation, le Suisse promet sans arrêt des réformes pour éviter des dérives à la FIFA. Nous allons remettre la FIFA, le bateau de la FIFA, sur les eaux claires, transparentes. Il nous faudra un peu de temps, on ne peut pas le faire d'un jour à l'autre, mais on le fera. L'homme reste néanmoins mystérieux. Ami des puissants, avide de pouvoir et d'honneur, il refuse de révéler le montant de son salaire. Mais le président de la FIFA est évidemment un amoureux du football. Et quand il ne préside pas une réunion, il défraie la chronique avec des frasques à chaque fois plus provocantes. En octobre dernier, c'est Ronaldo qui a fait les frais de ces moqueries. Il est comme un chef de guerre sur le terrain. Blatter se soumettra donc à une nouvelle élection en mai 2015. Pour l'instant, il n'a aucun adversaire de taille puisque Platini a récemment renoncé à se présenter. Seul Jérôme Champagne, ex-vice-secrétaire général de la FIFA, est un candidat annoncé. Une chose est certaine, Sepp Blatter n'abandonnera son siège de président pour rien au monde. Alors, Lise Barenbaum, on en entend souvent parler des scandales autour de la FIFA, de cette institution, mais le plus grave, c'est quand même l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Oui, alors là, c'est une affaire qui a pris des proportions absolument énormes. Ça fait 3 ans et demi que ça dure. On l'a même surnommé le Qatargate, donc c'est vous dire. En fait, la FIFA est soupçonnée de favoritisme. Et c'est l'hebdomadaire France Football qui avait dévoilé le poteau rose en 2013 en prétendant que les Qataris avaient littéralement acheté le mondial 2022. En fait, la FIFA a choisi à voter pour le Qatar en 2010, notamment grâce à son budget colossal, puisque le Qatar propose 34 millions d'euros pour organiser la Coupe du Monde. Et l'affaire va très loin, puisqu'elle implique même Michel Platini, qui est donc président de l'UEFA, l'organisme qui gère le football européen. En fait, Platini, il est dit qu'en l'échange de l'achat du PSG par le Qatar, il aurait donné sa voix au Qatar pour la Coupe du Monde, alors qu'il voulait voter pour les États-Unis à la base. Mais bon, évidemment, il dément. Et puis, il y a plein d'autres polémiques, on le sait. La température, notamment au Qatar. On va peut-être déplacer la Coupe du Monde à l'hiver pour pas qu'il fasse trop chaud pour les joueurs. Et aussi les conditions, on en a parlé dans le reportage, des conditions de travail des ouvriers népalais. Moderne. Voilà, exactement. Donc tout ça, ça fait que c'est un vrai sac de nœuds pour la FIFA aujourd'hui, cette Coupe du Monde 2022. Merci beaucoup Lise Barenbaum. Et on va tout de suite partir en Espagne pour parler de basket avec vous, Sarah Koskevic. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des championnats du monde, mais s'est déroulé ce week-end une autre compétition qui n'est pas vraiment officielle, est organisée par Nike. Ça s'appelle le North World Basketball Festival. Racontez-nous. Eh écoutez, vous le savez Valérie, la Coupe du Monde, ce n'est pas que du jeu sur le terrain, mais c'est aussi de célébrer la culture du basket en dehors du terrain. Et c'est ce qui s'est passé effectivement. Et c'est aussi une occasion pour les joueurs de se faire plaisir. C'est le cas de Kyrie Irving, qui est un grand joueur, une des superstars de Cleveland, et qui a fait le show tout du long du week-end dernier hors du terrain en présentant pour Nike la Nike Hyperdunk 2014, donc lors de ce festival qui s'est passé à Barcelone. Un vrai plaisir pour les fans qui ont aussi pu profiter du week-end pour avoir accès à différentes attractions ayant attrait à la culture du basket, notamment la projection du documentaire sur le basket de Kevin Coolio qui s'appelle Doing in the Park, qui est un documentaire qui reprend, qui a suivi des basketteurs pendant des basketteurs amateurs tout autour du monde. C'est aussi l'occasion pour Irving de revenir sur sa présence dans la team USA pendant cette Coupe du Monde. On va l'écouter. Gagner la Coupe du Monde serait une des plus grosses réussites de ma carrière. J'en ai déjà beaucoup, mais celle-ci représenterait énormément. Pas seulement pour moi, mais pour ma famille et toute la team USA. Les joueurs dont je parle, nous avons été sélectionnés parce que Coach K et Jerry Colangelo ont estimé que notre équipe était assez bonne pour gagner la FIBA et faire partie de cette sélection. C'est quelque chose que je raconterai un jour à mes enfants. Donc pour le plaisir des fans, vous venez de le dire, Sarah Koskevic, mais la Coupe du Monde, un petit mot ?
Alors écoutez, on arrive presque au quart de finale. Les sélections pour les quarts de finale ont eu lieu tout du long de la semaine. Les États-Unis ont vaincu les Slovènes avec une victoire écrasante sans appel de 119. L'équipe favorite de cette compétition. Écoutez, pour l'instant ça joue au coude à coude avec les Espagnols qui jouent à domicile. Comme vous le savez, ça va être s'ils se retrouvent les deux en finale. Et on connaît l'importance du public. Voilà, s'ils se retrouvent les deux en finale, il va falloir que les Américains se méfient des Espagnols qui sont toujours eux aussi invaincus lors de cette compétition. On garde les yeux rivés sur les derniers matchs du mondial. En tout cas, les joueurs de la Team USA sont déjà très enthousiastes. Le joueur Rudy Gay a tweeté hier dans la semaine plus que 2 matchs avant le sacre mondial, ça s'entend. Ils y croient en tout cas et on va regarder ces fins de jeu qui risquent d'être impressionnantes. Beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup Sarah Koskovic, merci à vous. Lise Barenbaum, allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour encore plus de résultats sportifs. N'hésitez pas à nous revoir en replay sur notre site internet. Vous avez choisi i24 News et vous avez bien fait. Restez avec nous car l'info continue sur i24 News en anglais, en français et en arabe.